Bonjour Alix Chausson, bonjour Eloane Eurard, vous êtes tous les deux analystes ESG chez Candriam. Candriam est le cofondateur du groupe de travail dédié à la biodiversité au sein du think tank 2030 Investir Demain, créé en partenariat par les médias l'AGFI et ID l'Info Durable. Votre démarche, elle consiste à intégrer dans les processus d'analyse les enjeux liés à la localisation des activités des entreprises. Votre objectif, c'est d'évaluer les impacts et dépendances liés à la biodiversité, l'objectif dans le cadre de ce groupe de travail. Alors tout d'abord, Alix, dans cette perspective, comment est-ce qu'on peut catégoriser les risques liés à la biodiversité et quels enseignements en tirer en tant qu'investisseur ? Bonjour Florent, merci. On le sait, la moitié du PIB mondial dépend de la biodiversité. Donc l'extinction massive qu'on est en train de connaître de biodiversité aura un impact sur la résilience de nos économies. Donc quand on essaye d'analyser les risques liés à la biodiversité, on fait un petit peu comme sur le climat, on les catégorise en deux parties. Un volet risque physique, impact physique, donc le fait que la dégradation des écosystèmes s'accélère, le fait qu'on a perturbé le cycle de l'eau, le fait qu'on a pollué les sols et les cours d'eau. Et puis ensuite, les risques de transition qui sont liés au changement, à la transition vers une économie qui prendrait mieux en compte ces aspects de biodiversité. Or, contrairement au climat, où il y a eu beaucoup de risques de transition, puisqu'il y a eu une réglementation qui s'est mise en place pour contrer le réchauffement climatique, sur la biodiversité, on en est encore au stade des impacts physiques. On a énormément de risques et d'impacts physiques, mais pour l'instant, on a très peu de réglementation qui s'est mise en place. On le sait par exemple, même dans des zones de protection fortes, on peut encore avoir des activités qui sont fortement impactantes pour la biodiversité, comme la pêche au chalut ou comme certaines activités extractives. Donc ça, c'est le premier enjeu, définir ces risques en deux parties. Le deuxième enjeu qui est central pour la biodiversité, c'est cette notion de double matérialité, qui est au cœur de la définition du développement durable en Europe. La double matérialité, c'est quoi? C'est de dire qu'à la fois, nos activités vont avoir un impact sur la biodiversité, et en même temps que la perte de biodiversité va avoir un impact lui-même sur notre capacité à continuer ces activités. Donc c'est quelque part ces deux volets qui vont se renforcer mutuellement, puisque le plus on a d'impact sur la dégradation des écosystèmes, le plus derrière on a de risques du fait qu'on n'aura plus de biodiversité. Et si on veut vraiment intégrer pleinement cette notion de biodiversité au cœur de nos investissements, il faut vraiment réfléchir à ces deux aspects, à cet aspect d'impact, à cet aspect de dépendance et à cette notion de double matérialité. Concernant donc ces risques liés à la biodiversité, Eloane, quels sont les domaines où ils se sont déjà matérialisés? Un des domaines d'exemple, ça va être l'eau, où le risque s'est vraiment matérialisé déjà aujourd'hui. Si on prend le secteur de l'énergie, par exemple, le secteur de l'énergie a besoin d'eau donc pour produire de l'hydroélectricité, mais également pour refroidir des centrales. Et on a observé, au cours par exemple de la sécheresse en Europe en 2022, que l'accès à l'eau peut justement avoir des impacts sur la production d'électricité où certaines entreprises ont dû diminuer leur production, voire arrêter leur production pendant une certaine période, ce qui conduit nécessairement à des pertes financières pour ces entreprises. Ce risque il peut être également de transition avec des contraintes réglementaires qui vont augmenter et qui augmentent déjà, qui peuvent contraindre les entreprises à réduire leur prélèvement et leur rejet d'eau dans l'environnement à cause de certaines conditions spécifiques comme des températures de cours d'eau trop élevées. Un autre exemple, si on voyage un peu, on peut aller au Chili, où les entreprises minières ont dû investir massivement dans des stations de dessalement pour pouvoir transitionner d'une eau souterraine à l'utilisation d'eau de mer pour leurs opérations. Et ces investissements, on parle de plusieurs milliards investis en stations de dessalement, et ça a un coût donc, financier pour l'entreprise qui peut traduire un risque pour cette dernière de transitionner d'une ressource à une autre. Si on peut changer un peu de domaine, on peut parler des zones protégées. Donc, dans le cadre des accords internationaux, les zones protégées vont augmenter en surface, mais également en niveau de protection. Et on a déjà observé des conséquences réelles pour les entreprises. Certaines ont dû changer leur mode de production, faire des investissements pour se mettre aux normes, en raison d'une augmentation de la protection de certaines zones. Néanmoins, il faut quand même tempérer ce risque biodiversité, qui pour l'instant reste très marginal au regard du système financier global, même s'il a des conséquences vraiment bien réelles pour les populations. Toujours en tant qu'investisseur, Alix, comment limiter les risques liés à la biodiversité dans une stratégie d'investissement? Très bonne question. Alors déjà, il y a quelque chose à comprendre, c'est qu'effectivement, la dépendance aux enjeux de biodiversité est très différente d'un secteur à l'autre. Typiquement, le secteur de l'agroalimentaire ou le secteur forestier vont être très dépendants à la biodiversité. Donc en fait, on pourrait se dire, si on veut limiter ces risques, il faut juste plus investir dans ces secteurs-là. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on cherche, justement. On cherche à investir dans ces secteurs et à faire en sorte qu'ils puissent prendre en compte ce risque biodiversité.
Quand on veut comprendre vraiment quel est le risque biodiversité, il y a à la fois cette notion de dépendance à comprendre, et puis il y a la notion de localisation, qui est très importante. Contrairement au climat, où une tonne de CO2 a le même pouvoir réchauffant partout, la biodiversité est un enjeu local. Donc en fonction de où l'activité va être située, ses impacts sur la biodiversité ne vont pas être les mêmes. Si je construis un bâtiment dans une zone déjà urbanisée, artificialisée, ça ne va pas être le même impact que si je construis le même bâtiment dans un écosystème primaire. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc pour comprendre et catégoriser déjà ce risque, il faut comprendre la dépendance de certains secteurs et il faut comprendre la localisation. Et maintenant, quand on s'interroge sur comment limiter ces risques, comme je disais, il faut faire très attention à certains biais sectoriels puisque la biodiversité est très liée à certains secteurs, que ce soit sur cette notion de risque ou sur la notion d'impact biodiversité. Donc ce qu'on ne veut pas, c'est un petit peu comme sur les stratégies climat, aller vers des stratégies d'investissement qui vont vouloir être bas carbone, c'est-à-dire minimiser l'empreinte carbone, donc ici minimiser potentiellement l'empreinte biodiversité avec des indicateurs tels le MSA, Mean Species Abundance, et qui va en fait arriver à des stratégies d'investissement qui ne seront que dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec la biodiversité, la technologie, les médias, les banques, si on prend juste les impacts directs. Donc essayons de ne pas reproduire ces mêmes erreurs qu'on a fait sur le climat pour la biodiversité. L'idée, ce n'est pas de ne pas investir dans les secteurs qui sont liés à la biodiversité et qui ont des risques de biodiversité. L'idée, c'est d'investir dans ces secteurs, mais de pousser les entreprises à améliorer la gestion de ces enjeux. Donc mieux prendre en compte les enjeux liés à la localisation des activités des entreprises, c'est une approche plutôt nouvelle. Donc Éloane, comment permet-elle de quantifier les impacts et les dépendances biodiversité et précisément comment on analysait l'impact financier? Alors, quantifier les impacts et les dépendances biodiversité, c'est compliqué. Parce qu'on ne parle pas juste d'un flux physique, comme serait le CO2, mais on parle bien d'un impact sur un réseau complexe qu'est le vivant. C'est pour ça d'ailleurs que plusieurs modèles d'évaluation coexistent, qui expriment justement des impacts et des dépendances dans des unités différentes d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, et peu importe comment on prend le problème, la question de la localisation, elle est essentielle à une bonne analyse biodiversité. Nous, à Candriam, on regarde l'entreprise, elle fait quoi, elle le fait où et elle le fait comment. Et ce « où », il est très important, puisqu'en fait, une dépendance ou un impact n'a de sens que s'il est remis dans son contexte écologique. Dire qu'on est dépendant à l'eau, c'est faire qu'une partie du chemin, parce que cette dépendance, elle va s'exprimer différemment en fonction de l'état hydrique de la région, du contexte réglementaire, des conditions d'accès à l'eau à cet endroit, du marché de l'eau, etc. De la même manière, pour une entreprise agroalimentaire, la localisation de la production va conditionner la méthode de production, avec justement les pesticides qui sont autorisés à cet endroit, le type de marché des semences, etc. La localisation est donc essentielle lorsqu'on cherche à faire une bonne analyse biodiversité. Et donc, cette approche, on la développe, elle est effectivement nouvelle, mais on est encore un peu au début du chemin. Malheureusement, on est déjà en retard. Si on prend les objectifs internationaux, on a un objectif d'inverser la courbe de perte de biodiversité d'ici 2030, ce qui ne nous laisse pas beaucoup de temps pour implémenter tout ça. Merci pour cette analyse des enjeux de biodiversité liés en particulier donc à la localisation des activités des entreprises, une thématique que nous approfondirons ensemble, encore avec vous dans les prochains mois, dans le cadre du think tank 2030 Investir Demain.